Всем привет! Salut tout le monde, moi c'est Rémi, ça fait 25 ans que j'habite en Laponie, ça fait 30 ans que je voyage à travers l'immense Russie, et c'est ce qui m'a donné l'idée de créer cette chaîne pour te montrer et pour t'expliquer un petit peu la Russie d'aujourd'hui, sous plusieurs formes complètement différentes, que ce soit sa culture, sa géographie, etc. etc. Et aujourd'hui, le thème va être le Sapmi, qui est beaucoup plus connu sous tes latitudes, sous le nom de Laponie. Voilà, c'est là où j'habite. Et il y a une partie de la Laponie qui est aussi située en Russie. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors je te conseille de mettre tes chaussures de marche, de mettre ton sac à dos, évidemment de mettre un pouce en l'air pour booster la vidéo, et puis de t'y abonner, de t'abonner à la chaîne évidemment pour me supporter dans mon travail. Et c'est parti, on y va, pas hier, allez. Alors, Sapmi ou Laponie? Eh ben c'est ce qu'on va voir dans un petit moment. D'ici là, je t'emmène dans le parc national d'Abisko, qui est l'un des plus connus de Suède. Relativement petit, je ne sais plus combien il fait en surface, mais tu regarderas sur Google, sur Internet. Et voilà, donc là en fait, c'est je vais à Alesjaur, qui est un lac en fait, un petit peu sur les hauts plateaux du massif ici là. Donc on est grosso modo dans les environs du massif du Kebnekaise, qui est donc le sentier d'hiver. Il faut que je suive le sentier d'été, donc je vais pas aller bien loin. Alors sentier d'été, sentier d'hiver, pourquoi il y a deux sentiers? Parce que l'hiver, on peut emprunter les cours d'eau gelés, les lacs gelés, les tourbières gelées, alors que l'été, c'est pas possible, tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a deux sentiers différents. Et faut mieux pas se tromper. Mais après, bon, c'est pas compliqué de choisir le bon sentier, parce que le sentier pédestre, il est marqué comme ça, avec de la peinture sur les arbres. Alors que le sentier hiver, c'est des croix rouges en plastique ou en bois qui le marquent. Donc c'est vraiment très facile de distinguer. Là, on va arriver bientôt sur un petit pont suspendu. Alors comme tu peux voir là, c'est quand même assez bien aménagé. Il y a des passages là comme tu vois là, pour pas abîmer la végétation à certains endroits, ou pour passer un petit cours d'eau. On va arriver sur un petit pont suspendu en métal pour traverser donc un torrent de montagne. Voilà, c'est parti. Donc là, l'histoire en fait, qu'est-ce que je fais ici maintenant là? Alors aujourd'hui on est jeudi 10 juillet 2025. Voilà le paysage qui s'offre à moi, c'est plutôt sympa. Donc là j'ai bossé toute la journée, toute la semaine évidemment, mais aujourd'hui là jusqu'à 16h, j'ai pris un jour de congé en fait pour rejoindre mes copains Sami, éleveurs de rennes. Alors les Sami, c'est les lapons, sauf que le mot lapon est un petit peu péjoratif, donc on préfère utiliser le nom qu'ils s'attribuent eux-mêmes, et qui est Sami. Et donc Sapmi, pour faire court, c'est justement la zone, le territoire historique où les Sami, donc les lapons, vivent. Et ce territoire est absolument immense. Il s'étale sur 4 pays, c'est-à-dire de la Norvège à l'ouest, en passant par la Suède, puis la Finlande, et un bout de la Russie, c'est-à-dire presque tout l'oblast de Mourmansk.
Donc le but de ma randonnée aujourd'hui, enfin aujourd'hui, les jours qui vont venir, hein, parce que là je pars 4 jours, c'est justement de rejoindre mes copains Sami, mes collègues de travail, quelques-uns de mes collègues de travail, qui sont donc Sami, éleveurs de rennes, et qui, au mois de juillet, sont donc principalement en montagne, en altitude, sur les plateaux de montagne, à surveiller les troupeaux de rennes, parce que les femelles de rennes, on les appelle les vaja en suédois, enfin on va dire suédois, en sami suédisé on va dire. Donc les femelles de rennes ont mis bas au mois de mai, à la fin du mois de mai. Donc là les petits ils ont à peu près un mois et demi, 2 mois. Et c'est donc l'époque où ils sont marqués aux oreilles au couteau. Alors ils n'ont pas des espèces de trucs en plastique là avec un numéro dessus comme pour les vaches ou les moutons ou le bétail en général. Même en Suède, hein, c'est pareil. Mais les rennes c'est un peu différent. Ils utilisent en fait une tradition qui est multicentenaire et qui, grâce à ce système de marquage des oreilles, permet à n'importe quel Sami de savoir à qui appartient telle ou telle renne. Alors par contre, il faut vraiment s'y connaître, quoi, parce que c'est pas évident, quoi. En plus, le renne, évidemment, il grandit, l'oreille, elle devient plus poilue, etc. Pour encore arriver à voir les encoches faites dans l'oreille du renne quelques années auparavant, c'est pas évident, quoi. Enfin bref. Ils ont l'œil, ils sont exercés, ils ont l'habitude. Mais pour un ignare de mon espèce, c'est mission impossible, quoi. C'est vraiment super dur. Voilà, donc là j'ai pas mal de bornes à faire. Je pense qu'en tout j'ai une bonne trentaine de kilomètres à marcher avant d'arriver à leur... je sais pas comment on pourrait traduire ça en français, c'est une sorte de... ils appellent ça village Sami. Mais ça n'a rien à voir avec un village dans le sens où on le connaît dans le reste de l'Europe. C'est plutôt un campement d'été, donc qui est principalement en dur avec des petites cabanes. Il peut y avoir aussi des tentes qui sont montées, des lavvos comme ils appellent ça, donc une sorte de tipi Sami. Surtout s'il y a beaucoup de gens qui viennent, il n'y a pas forcément de la place pour héberger tout le monde dans les petites cabanes. Donc l'avantage de l'été, là, donc on est au mois de juillet, c'est que il fait jour 24 heures sur 24. Donc du coup, on n'a pas besoin de regarder la montre, on n'a pas besoin de se faire un planning de fou pour arriver à telle ou telle heure, pour pouvoir monter la tente, etc., etc. Là, on y va vraiment petit bonheur la chance. Et les nuits sont claires là jusqu'à encore mois d'août. J'ai encore pas mal de temps. Officiellement, il y a le soleil de minuit ici jusqu'au 17 juillet à Kiruna, à la latitude de Kiruna. Donc encore une semaine officiellement. Mais les nuits restent claires encore pas mal de temps. Donc c'est que à partir du mois d'août, on commence vraiment à avoir une différence de lumière pendant les heures de nuit. Voilà. Donc là, écoute, je continue mon petit chemin, mon petit bonhomme de chemin dans cette jolie forêt de bouleaux de montagne, en longeant un torrent qui fait pas mal de bruit, il y a pas mal de débit. Voilà, donc on va marcher jusqu'à ce que les forces me lâchent, ou au moins j'aimerais bien arriver quand même, j'aimerais bien dépasser la limite des arbres. Ce serait vraiment cool, quoi. Pour échapper à ces salopios de moustiques, ce serait vraiment pas mal. Mais bon, ça veut dire qu'il faut que je marche encore jusqu'à au moins 11h du soir. On va voir. Et après, depuis la limite de la forêt jusqu'au campement des Samis, enfin des Samis,
de la famille à qui je vais rendre visite. Et encore une bonne vingtaine de kilomètres, quoi. Donc ces 20 bornes, je vais les faire demain. C'est en tout cas l'idée que j'ai en tête. Alors malheureusement, j'ai eu la nouvelle aujourd'hui en fait d'un autre de mes collègues qui appartient à la même coopérative, parce que les SAMI marchent en coopérative, et qui me dit en fait qu'il n'y aura pas de marquage de fond avant dimanche. Et moi dimanche, il faut déjà que je rentre, parce que lundi, il y a boulot, quoi. Donc je peux pas non plus prendre 3 semaines de vacances juste pour le marquage des fends. Donc comme c'est hyper aléatoire, ils font ça en fonction de la météo, en fonction de plein de facteurs qui me sont plus ou moins connus. Donc pour moi c'est râpé. Je ne vais pas pouvoir assister au marquage de fond en lui-même là, mais ce n'est que partie remise, parce que à la fin juillet il va y avoir une autre période de marquage des fonds, la dernière, et celle-là se passera à un autre endroit qui est beaucoup plus accessible à pied, qui n'est qu'à 2 heures de marche de là où la route se termine, un cul-de-sac, ça s'appelle Nikkaluokta. Et puis là-bas, il y a 2 heures de marche. On arrive déjà à l'endroit où ils ont leur corail pour rassembler les rennes et les trier. Je vais quand même aller les voir parce que les mecs, ils sont quand même là. Donc qu'est-ce qu'ils font l'été? C'est ce qu'on va voir avec eux. Ils pêchent, ils préparent plein de choses. Ils réparent du matériel, etc., etc. Puis ils profitent un petit peu de la vie aussi, ils prennent des vacances, ils ont le droit. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir avec eux. Pour toi, dans quelques minutes, pour moi, dans quelques heures. Странно, сегодня опять целый день помехи в эфире. Voilà, là je suis arrivé à la hauteur du refuge STF de Biscoyaure, c'est marqué sur le panneau en rouge là. Il y a un pont, un petit pont suspendu là-haut, là-bas qui va justement au chalet, refuge. Alors le STF, c'est un organisme, une association suédoise qui s'occupe de plein de refuges de montagne et de toutes les auberges de jeunesse de tout le pays. Voilà. Mais bon, là, ça me fait faire un petit détour, puis j'ai strictement rien à y faire, donc je vais continuer en fait tout droit là-bas, le petit sentier, qui va m'amener tout doucement, donc là où je veux aller, à Lesiaure, où j'espère arriver demain. Donc là, j'ai fait 13 km 5, et je dois dire que je suis bien crevé. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de rando avec un gros sac à dos. J'ai les ampoules aux 2 pieds. Là, je vais avancer encore, je pense, un petit kilomètre ou maximum 2. Sortir un petit peu de la forêt de bouleau, là, monter un petit peu en altitude pour éviter les moustiques. Et puis là, je monte la tente et ça va être dodo, quoi. Je suis claqué. J'ai mis 3h30 pour faire donc un peu moins de 15 km. Après avec des pauses pour filmer, pour boire. Mais voilà quoi. Oh, j'aurais aimé monter un petit peu plus en altitude, là je suis encore un petit peu
Dans la forêt de boulot, encore plein de moustiques, mais là je suis crevé quand même. On arrête là pour ce soir. Je vais monter la tente. Et puis voilà. Voilà la gueule que ça a dans la tente là. C'est tout petit, c'est une tente pour une personne, mais elle est super pratique, elle est vraiment très légère, elle prend pas de place, elle est vraiment super pour une personne. On peut même éventuellement avoir un chien avec soi. Ou voilà, après quand on a du bazar dans le sac à dos, on peut rentrer pas mal de trucs. Donc voilà, c'est pas grand, mais c'est bien pratique. Avec le matelas, le petit oreiller que ma fille m'avait fait quand elle était en maternelle, que j'ai toujours gardé. Il prend un petit peu de place, mais il est très léger, et puis c'est voilà, un minimum de confort. On se fait plus tout jeune. Et puis voilà, par contre en guise de duvet, moi j'ai pas pris de duvet, parce qu'un duvet ça prend une place monstrueuse, et puis c'est assez lourd. Donc moi en fait j'ai ça. C'est en fait un sac à viande fait maison, en laine polaire, en fleece. Et ça a l'avantage d'être super léger, de pas prendre de place, et d'être suffisamment chaud pour les nuits d'été. Et puis si jamais je devais avoir froid pendant la nuit, j'ai des sous-vêtements en laine, un peu style damar, quoi, mais à la scandinave. Et voilà, donc je suis, je pense, assez bien équipé pour la première nuit là de cette randonnée. Voilà. Je vais bientôt me coucher, donc bonne nuit, spokojnej noci. Voilà, on est vendredi 11 juillet. Je viens de quitter mon campement. Il est déjà 11h du mat. Ah, là, je rejoins le sentier. Alors, j'ai écrasé, mais alors, un truc de malade. J'ai vraiment besoin de récupérer. Mais voilà, maintenant je pars. Et donc j'aurai à peu près une bonne vingtaine de kilomètres à faire aujourd'hui. Jusqu'à Alesjaur. Alors Jaur en sami ça veut dire le lac. Donc le lac après Alès, je sais pas ce que ça veut dire. Le sami c'est pas ma langue maternelle, donc je connais certes quelques mots, mais je ne le parle pas du tout. C'est une langue d'ailleurs qui est cousine avec le finnois ou avec l'estonien, qui appartient au groupe finno-ougrien. Là, je viens tout juste de sortir du parc national d'Abisko, la pancarte là, et puis l'autre panneau en bois là, Kungsleden, c'est donc la voie royale, la piste royale, ce fameux chemin de grande randonnée super connu en Laponie suédoise, qui fait environ 450 km depuis Abisko au nord jusqu'à Hemavan au sud, et que je vais emprunter, enfin que j'emprunte sur quelques dizaines de kilomètres afin de rejoindre mes copains Sami. Donc voilà, il y a quand même pas mal de randonneurs. Bon, alors on n'est pas dans les Alpes, donc rien de comparable. Mais depuis ce matin, j'ai dû voir une bonne douzaine de randonneurs qui allaient dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà. Au niveau météo, c'est parfait. Il doit faire, à vue de nez, je dirais aux environs de 15 degrés, avec une petite brise sympa. Et du coup, même si je transpire parce que mon sac est lourd, et c'est quand même vachement plus agréable que s'il faisait 25 et sans vent, quoi. Donc là, je me plains vraiment pas du tout, au contraire. Et puis là, donc, je commence à arriver sur les hauts plateaux. Je suis pas encore, il y a encore plein de boulot là, petit boulot de montagne. Mais voilà, je monte petit à petit. Là, en face, hop là, à gauche de l'espèce de mamelon là, il y a une montée qui s'appelle Kieronbakken, et par laquelle je vais passer, et là ça grimpe pas mal, quoi. Alors ça c'est un sentier que je connais très bien, parce que je l'ai fait plein de fois en tant que guide pour accompagner des raids en chien de traîneau, donc l'hiver évidemment. Et l'été c'est seulement la deuxième fois que je le fais. Alors l'hiver, je l'ai fait, je sais pas, plusieurs dizaines de fois, quoi.
Donc dans un sens, dans l'autre, après des sentiers, on a plein. Puis après, l'hiver, même l'été, hein, on n'est pas obligé de suivre les sentiers non plus. Bon d'ailleurs, je pense pas suivre la piste royale tout le temps. Parce que là, sur les hauts plateaux, après, c'est que des croix rouges là. Franchement, ça gâche un peu le paysage, quoi. C'est un peu chiant. Au bout d'un moment, alors c'est super pratique quand il y a de la brume. Donc quand il y a un temps où on n'y voit que dalle, c'est bien pratique. Mais bon, après voilà, j'ai la carte papier, j'ai même le GPS. Donc il n'y a aucun problème pour y aller un petit peu à l'aventure, on va dire, sans suivre le sentier. Mais là, pour l'instant, j'ai pas trop le choix, donc je suis la piste royale. Et ça commence à grimper de plus en plus. Là, je suis pas tout à fait en haut de la Kierenbakken, donc la fameuse côte là. Avec un sac lourd là, ça se ressent quoi. Ouh, manque d'exercice là, on se fait vieux. Ouais, donc pour en revenir au terme de Sami ou Lapon, donc Lapon c'est en fait c'est un terme en français qui est emprunté au suédois et qui date en fait un terme qui date en fait des 15e 16e siècles, quand les Suédois justement, donc c'est les scientifiques, les ethnologues, etc., qui ont commencé à s'aventurer dans le nord du pays, de ce qui aujourd'hui est la Suède, pour voilà, comme Carl von Linné par exemple, qui était botaniste, ou voilà, plein de gens comme ça. Donc ils ont eu ces rencontres avec les Samis, et à leurs yeux, eux ils étaient sapés voilà, à la mode de l'époque, assez richement, etc. Et à leurs yeux, les Samis étaient en fait habillés de loques. Et lapp, en suédois, ça veut dire chiffon. Donc en fait, les lapp, c'était les gens habillés de chiffon, quoi. Voilà. Donc c'est un terme qui est évidemment très péjoratif, qu'on pourrait comparer au terme de nègre pour un Africain, ou pour esquimau pour un Inuit. Voilà, ce sont des termes qui ont été inventés par une autre ethnie, on va dire, qui se sentait supérieure et qui voulait justement les inférioriser. Donc voilà, donc la Laponie, c'est encore un terme qui est absolument accepté. Par contre, on n'appelle pas les gens de Lapon, on les appelle les Samis, quoi. Donc ça, c'est assez important, pour eux en tout cas, par respect. Donc là, au fond, on voit donc le lac de Abiskoyaore, près duquel j'ai campé hier soir. Donc là, on monte de plus en plus en altitude vers les hauts plateaux. Alors, d'où vient le peuple Sami? En fait, il y a deux thèses radicalement opposées. Il n'y a aucune de ces deux thèses qui est vraiment qui est justifiée. On sait pas. On sait pas. Il y a deux thèses différentes, très opposées, et on ne sait pas laquelle des deux est la correcte, ou voir si même les deux sont en fait correctes, s'il y aurait deux origines différentes des Samis. Alors, la première thèse, qui est la plus ancienne aussi, voudrait que donc les Samis viendraient de l'est, donc des monts Oural, on va dire, donc aujourd'hui en Russie. Et l'une des raisons principales de cette thèse, en fait, c'est la langue. La langue Sami, qui est donc une langue finno-ougrienne, donc qui s'apparente au finnois, à l'estonien, mais aussi à d'autres langues parlées beaucoup plus à l'est, comme le mari, comme le l'udmurt, etc. Donc des peuplades qui aujourd'hui se retrouvent en Russie. Et donc ça, c'est la théorie la plus qu'on entend le plus en fait.
Une autre raison qui soutiendrait cette théorie, c'est les traits un petit peu asiatiques avec les pommettes saillantes chez certains Samis. Alors c'est loin d'être la majorité, mais chez certains Samis c'est assez, ça saute assez aux yeux. Mais voilà, ce n'est qu'une théorie. La deuxième théorie est complètement différente et voudrait qu'en fait les Samis viendraient des Pyrénées. Alors là encore, en parlant du côté linguistique, il y a la langue basque qui pourrait éventuellement s'apparenter à la famille finno-ougrienne, mais là les linguistes sont très sont pas du tout d'accord entre eux. Voilà, parce que la langue basque est quand même très particulière, et s'il y aurait des points communs donc entre la langue basque et les autres langues finno-ougriennes, elles sont très vagues, parce que c'est une langue qui a priori s'est développée relativement un peu toute seule dans son coin, et donc présente très peu de similarités avec ces autres langues. Mais c'est l'une des théories. Alors l'une des autres raisons qui soutient cette théorie, c'est par exemple tout ce qu'on retrouve dans les grottes, par exemple en France ou dans les Pyrénées, comme à la grotte de Lascaux, qui est la plus connue. C'est donc ces peintures rupestres où on voit des troupeaux de rennes. Et alors oui, la France, à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, ça ressemblait à ça, quoi. C'était c'était des paysages qu'on retrouve aujourd'hui en Laponie, des paysages de toundra, voilà. Et donc l'explication serait en fait que donc à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, il y avait encore une grande partie de l'Europe qui était encore sous la glace. Et donc c'est à peu près la fin de la dernière ère glaciaire remonte à environ 10 000 ans. Donc les dernières glaces auraient disparu il y a environ 10 000 ans. À l'échelle géologique, c'était il y a un quart d'heure de ça, quoi. C'était vraiment, c'est très récent. Et donc il y a 10 000 ans, il y avait personne ici. Tout était encore recouvert de glaciers, d'énormes glaciers. Donc toutes ces vallées qu'on voit là, en fait, ça a été formé justement par des anciens glaciers. Et donc la théorie serait la suivante, que en fait, avec le réchauffement climatique, donc là on parle pas de ce qu'on vous raconte à la télé aujourd'hui, hein, du réchauffement climatique soi-disant aujourd'hui. Là je parle vraiment du réchauffement climatique de la quatrième, comment on appelle ça, de l'ère quaternaire, quoi. Et du coup, quand toute cette masse de glace a commencé à fondre, et ben le climat, on va dire du nord de l'Espagne, du sud de la France, de la région des Pyrénées, et ben s'est réchauffé logiquement. Donc évidemment, une nouvelle végétation est apparue, une faune nouvelle s'y est adaptée, etc. Et du coup, les rennes seraient logiquement seraient remontées vers le nord petit à petit pour rester dans cet espace, dans ce milieu climatique qui leur correspond, où ils trouvent leur nourriture, etc. Et du coup, certains de ces hommes de Cro-Magnon, on va les appeler, auraient suivi ces troupeaux de rennes parce que pour eux c'était un gibier facile, et puis voilà, auquel ils étaient habitués, donc ils avaient leur technique, etc. Donc qui seraient en fait, en suivant les troupeaux de rennes de plus en plus vers le nord, arrivés finalement en Laponie ici. Et voilà, donc c'est la deuxième hypothèse, et qui n'est pas bête du tout d'ailleurs. Mais voilà, aucune des deux hypothèses n'a été vraiment fondée, n'a vraiment été comment dire. Enfin, on sait toujours pas, quoi. C'est toujours des hypothèses. Et voilà, le mystère reste encore entier. Et donc alors aujourd'hui, avec la technologie de l'ADN, je pense qu'on pourrait arriver à avoir des résultats un petit peu plus sérieux, un petit peu plus probants. Mais voilà, pour l'instant, ce sont que deux hypothèses, quoi. Donc, alors pour revenir encore au côté linguistique, excuse-moi de vous embêter avec ça, mais c'est assez intéressant en fait, parce qu'il y a en tout 11
langues sami différentes. Sur les 11 langues, il y en a 3 ou 4 qui ont disparu, qui sont éteintes, mais ça en laisse quand même encore pas mal qui sont vivantes. Et alors toutes sont apparentées, linguistiquement parlant, donc il n'y en a pas une qui serait, on va dire, plus proche du basque et l'autre plus proche de l'Oudmourt ou un truc comme ça, non. Elles sont toutes, donc elles font toutes partie de la même famille finno-ougrienne, mais elles ne sont pas toutes intercompréhensibles. C'est-à-dire que si un Sami du Sud, par exemple, parle dans sa langue maternelle avec un Sami de Russie, on va dire, ils vont pas se comprendre. Mais alors pas du tout. C'est pas du tout intercompréhensible. Par contre, la langue la plus parlée aujourd'hui, la langue Sami la plus parlée aujourd'hui, c'est le Sami du Nord, Davvi Samigela, dans le texte, qui est en fait parlé dans une très grande partie de la Norvège, dans tout le nord de la Suède, au nord à partir de un peu au nord de Jokkmokk, et une petite partie de la Finlande aussi. Enfin, c'est vraiment la grande majorité. C'est la langue en fait quand quelqu'un qui veut apprendre aujourd'hui, qui veut apprendre la langue sami, qui achète un bouquin ou qui prend à la bibliothèque un bouquin pour apprendre le sami, ça existe, hein, des bouquins voilà. Ce sera le Davvi Samigela, c'est-à-dire la langue sami du Nord, qui est la plus répandue. Voilà. Alors c'est une langue qui est encore assez vivante. Alors c'est pas la seule, hein. Il y a encore le sami de Luleå, le sami de Piteå, il y a le sami du Sud, il y a le sami Colt, il y en a encore environ 7-8 qui sont encore des langues vivantes. Mais voilà. Et donc en Scandinavie, donc je dirais même en Fennoscandie, donc en Norvège, Suède et Finlande. Alors en Finlande, il y a vraiment pas beaucoup. On parle beaucoup en France, quand on parle Laponie, on pense tout de suite à la Finlande. Mais en fait, la Finlande est le pays devant la Russie, mais bien derrière la Suède et la Norvège, en fait, où la culture lapone, la culture sami, est la moins présente. En fait, c'est vraiment de plus en plus comment on va dire, c'est un petit peu un folklore plus ou moins éteint, quoi. C'est vraiment c'est vivotant, quoi. Ça existe de moins en moins, quoi. Au niveau du pourcentage de la population sami finlandaise, il y a une grande majorité de finlandais par rapport aux sami, même dans le nord, dans la partie donc finlandaise de la Laponie. Tout ça pour dire qu'il y a encore donc des écoles primaires, des jardins d'enfants, voilà, où le sami est enseigné. Donc quasiment toutes les matières sont enseignées en sami. Alors ça, c'est un système, c'est assez récent. C'est on va dire une mode assez récente, puisque ces langues ont été assez réprimées dans les années, jusque dans les années 60, on va dire, 1960, où voilà, c'était une sorte de racisme, on va dire ça, il y a vraiment pas d'autre mot, entre donc les colons, on va dire, donc les Norvégiens, Suédois, Finlandais ou Russes, qui s'appropriaient plus ou moins, on va dire, la Laponie, et qui obligeaient en fait les Samis à se comporter en être humain, hein. Alors je mets bien les petits guillemets là, parce que voilà, c'était pour eux, c'était des sauvages qui donc qui n'étaient pas sédentaires, étaient nomades. Et voilà, donc ils voulaient les sédentariser, ils voulaient les christianiser. Et donc c'est ce qui s'est passé au cours des siècles. Et donc justement pour que ces Samis, ces peuplades nomades deviennent plus ou moins fassent partie plus ou moins, on va dire, de la société moderne, alors de l'époque ou d'aujourd'hui, hein, voilà. Il fallait donc les sédentariser et qu'ils apprennent évidemment donc la langue nationale, on va dire. Et du coup, il a même été interdit aux Samis de parler leur langue. Il y a eu une période aussi où les enfants Samis étaient en fait pris aux parents et emmenés dans des sortes d'internats suédois ou norvégiens. En Finlande, ça s'est sûrement passé aussi, je sais pas trop.
mais en tout cas en Suède et en Norvège, et donc où les gamins en fait étaient recevaient une éducation purement suédoise ou norvégienne. Enfin à l'époque la Norvège c'était danois, donc ils parlaient le danois du coup. Et voilà, c'était justement pour en faire, pour leur faire, pour les faire quitter, pour leur faire quitter ce mode de vie et en faire des citoyens à part entière, on va dire, des citoyens, on va dire normaux, quoi. Donc bon, ça aujourd'hui, c'est un mauvais souvenir. C'est une partie assez sombre de l'histoire des pays scandinaves que peu de gens connaissent, à part les Samis eux-mêmes, évidemment, qui en sont encore aujourd'hui très, qui sont très touchés par cette partie de l'histoire assez longue et assez sombre. Et voilà, donc aujourd'hui, alors c'est plus du tout le cas. Alors malheureusement, il existe aussi encore du racisme entre les on va dire les Vikings et les Samis. Mais ça reste assez gentil, quoi. Ça reste voilà, on va peut-être pas prendre le café ensemble, boire le café ensemble, mais c'est voilà, ça reste assez inoffensif, quoi. Mais oui, après il y a aussi il y a toujours des petites comment dire, c'est à certains sujets qui sont assez sensibles, comme par exemple le droit de pêche et de chasse. Voilà, il y a les Samis ont le droit de pêcher et de chasser un peu partout. Ils ont le droit de se déplacer ici, même dans ces endroits où pour tout le monde c'est interdit de se déplacer ici avec des engins à moteur. Les Samis, par contre, eux, ils ont le droit. Donc en été en quad ou en motocross, ou en été en motoneige. Pardon, en hiver en motoneige. Et c'est interdit aux autres parce que voilà, la raison pour laquelle c'est permis aux Samis, c'est parce qu'ils sont ici pour le boulot, hein, pour s'occuper de leurs rennes. Et du coup, voilà, on va pas entraver leur culture, leur mode de vie. Et c'est pour ça que ça leur est permis et pas aux autres, quoi. Et donc le sujet justement de la chasse et de la pêche, des droits de chasse et de pêche, c'est un débat qui est encore très ouvert, qui est très chaud, je vais dire, dans certains côtés en Norvège et en Suède, parce qu'il y a beaucoup donc on va dire de Vikings, hein, de Vareg, de Suédois de souche ou de Norvégiens de souche, qui disent que ouais, mais nous ça fait aussi 4-5 siècles qu'on est là. Pourquoi on n'aurait pas les mêmes droits que les Samis, quoi, alors que mais les Samis ça fait pas 4-5 siècles, ça fait 6000 ans qu'ils sont là, voire plus. Donc voilà, que c'est mais bon, après d'un certain côté, on peut aussi les comprendre parce que bon, 4-5 siècles, c'est énorme aussi, hein. Donc pourquoi voilà, bon, voilà. C'est comme ça. Même en Laponie, rien n'est parfait, quoi. C'est normal. Les Samis, donc, pour utiliser leur propre vocable, sont un peuple à l'origine, en tout cas, de chasseurs-cueilleurs. Et, et aujourd'hui, pour une grande partie, ce sont des éleveurs de rennes. Alors attention, tous les Samis ne sont pas éleveurs de rennes. Il y a plusieurs populations Samis qui n'ont jamais eu de rennes, principalement en Norvège d'ailleurs, où il y a beaucoup de peuplades Samis, on va dire, qui vivent de la pêche, qui vivaient en tout cas de la pêche. On va parler au passé. Pourquoi je parle au passé? Parce qu'aujourd'hui, en fait, la majorité des Samis, alors qu'ils habitent en Norvège, en Suède, en Finlande ou en Russie, ils habitent justement à Oslo, à Stockholm, à Helsinki ou à Murmansk. Donc voilà, après les Samis aujourd'hui qui vivent encore, on va dire de façon plus ou moins traditionnelle, il y en a de moins en moins, parce que voilà, c'est un style de vie assez particulier, assez dur. Donc voilà, la plupart sont citadins, il y en a beaucoup qui ont complètement même rompu avec leur culture, avec leur langue, etc. Voilà, au cours des décennies, au cours des siècles. Mais après, bon, c'est clair que même si la société d'aujourd'hui, de 2025, est très très différente de ce que c'était il y a 200 ans, par exemple, ou même 100 ans, où les Samis, donc on va parler des éleveurs de rennes parce que c'est un petit peu le sujet que je maîtrise le mieux et puis qui nous intéresse aujourd'hui. Disons que il y en a encore qui vivent donc de l'élevage du renne et qui ont donc un contact avec leur tradition, avec leur culture très très fort, qui parlent leur langue
voilà, c'est leur langue maternelle, hein, qu'ils parlent en famille, qu'ils parlent entre eux en sami. À savoir qu'il y a plusieurs langues sami d'ailleurs, mais je vais y revenir plus tard. Et voilà, qui portent leurs costumes traditionnels, qui ont leur propre festivités, etc. Donc ils ont leur propre culture. Ils ont une tradition aussi de travail manuel assez impressionnante. D'ailleurs, le couteau là que je porte à la ceinture, non pas celui-ci, mais celui-là, c'est voilà, c'est de l'artisanat sami. Donc voilà, le cuir est soit du cuir de renne, soit du cuir d'élan. Et la corne là, c'est du bois de renne qui est gravé à la main. Voilà, comme exemple. Donc voilà, c'est une culture qui est encore aujourd'hui très présente et dont les gens aujourd'hui qui sont samis en sont très fiers, et avec raison, tout à fait, parce que ce sont des peuplades qui ont été assez, on va dire, réprimandées au cours des siècles justement par les Norvégiens, les Suédois, les Finlandais ou les Russes, quoi, suivant le pays auquel ils ont été obligés d'appartenir. Parce qu'au départ, les Samis, ils n'avaient pas de pays, quoi. C'était le Sapmi, justement. C'était ça, quoi. Sans frontières. Катится камень. Странно, сегодня опять целый день помехи в эфире. Все происходит, как будто в каком-то замедленном фильме. Там на экране катится камень, переживая то страх, то печаль, то смешные моменты. Катится камень с тоской в небесах, наблюдая кометы. Donc là, on est dans un paysage de toundra, de montagne. Je vais d'ailleurs faire une vidéo sur ce qu'est la toundra. Donc voilà, à quoi ça ressemble en tout cas. Donc là, on arrive à une barrière en fait qui sépare deux coopératives Sami l'une de l'autre, géographiquement parlant. Donc on peut voir que la barrière, elle va assez loin. Elle est sur des kilomètres et des kilomètres. Et c'est pour empêcher que les troupeaux de rennes se mélangent trop les uns avec les autres. Donc là, t'as vu les randonneurs qui sont passés là? Donc il y a des passages comme ça où qui empêchent les rennes de passer, mais qui permettent quand même aux piétons, aux randonneurs de passer outre la barrière. Donc ça me donne une bonne raison justement de passer au chapitre sur les rennes. Alors comme je l'ai mentionné tout à l'heure, tous les Samis ne sont pas éleveurs de rennes, loin de là. Mais ce qui est beaucoup moins connu, c'est qu'en fait, le fait d'élever les rennes est relativement récent. Si tu as bien fait attention à ce que j'ai dit au début, je disais que les Samis étaient un peuple de chasseurs-cueilleurs. Donc, pour revenir encore au temps des migrations, soit de l'Oural, soit des Pyrénées vers la Laponie d'aujourd'hui, donc les Samis ou les ancêtres des Samis suivaient les troupeaux de rennes pour les chasser, pour chasser le renne, pour se nourrir, pour s'habiller, etc. Par contre, quand le nord de la Scandinavie est devenu de plus en plus intéressant pour la couronne, alors qu'elle soit danoise ou suédoise, parce que la Norvège, c'est un pays indépendant que depuis 1904 de mémoire. Donc avant ça, c'était soit danois, soit suédois. Et
Et du coup, quand ces régions ont commencé à devenir importantes pour la couronne, donc danoise ou suédoise, eh ben, on a envoyé des gens qui étaient payés par le gouvernement, par le roi, qu'on appelle en suédois birkarlarna, c'est-à-dire traduit assez librement, c'est un peu les hommes habillés en peau de castor, parce que là, c'était des gens qui, donc des Suédois hein, ou des Danois en l'occurrence, qui étaient habillés en peau de bête pour pas avoir froid l'hiver, et dont le but principal était de prélever l'impôt chez principalement donc les Samis, voire les colons qui s'étaient déjà installés dans la région, pas forcément ici en haute montagne, mais en tout cas dans le nord du pays. Et donc prélever l'impôt. Et comme à cette époque-là, donc on parle sur une période de plusieurs siècles en fait, et les frontières n'étaient pas encore celles d'aujourd'hui, les frontières n'étaient pas vraiment très établies, ce qui fait que en fait il y a eu des conflits, alors pas des conflits armés, hein, mais des conflits justement au niveau du prélèvement des taxes, du prélèvement des impôts, parce qu'on savait pas trop si ce coin-là c'était suédois, si c'était danois, enfin bref. Et du coup les pauvres Samis, ils étaient dans certains cas obligés de payer en fait un impôt à deux pays en même temps. Donc déjà de payer les impôts, c'était un truc qui pour eux était complètement lunaire, dont ils n'avaient jamais entendu parler. Puis tout d'un coup, pour des raisons qui leur échappaient complètement, ils étaient obligés de payer un impôt. Alors évidemment en nature, hein, donc c'était en peau de bête ou en viande ou en choses comme ça. Et justement, en fait, ils étaient tellement imposés que le produit de la chasse n'était pas suffisant pour payer leurs impôts et subvenir à leurs propres besoins. Et du coup, au fil des années, au fil des décennies, ils ont trouvé la solution justement d'essayer de domestiquer le renne afin justement de pouvoir payer ses impôts à la con. Et c'est comme ça que les Samis sont devenus éleveurs de rennes alors qu'au départ, ils étaient chasseurs-cueilleurs. Donc ça, c'est un truc qui est assez peu connu, mais encore une fois, qui a bien marqué les Samis eux-mêmes, évidemment, qui voyaient là une sorte d'injustice totale, et pour des raisons très compréhensibles. Mais bien avant, là, à peu près 1 ou 2 kilomètres d'ici, il y a un gué. On peut passer donc à pied. Et voilà, c'est mon idée de passer justement par ce gué pour être du bon côté du lac qui en fait s'élargit de plus en plus, qui s'appelle donc Alesjaure. Et c'est au bord de ce lac qu'il y a mes copains Samis qui ont leur campement estival. Et donc voilà, donc d'ici il y a encore une bonne dizaine de kilomètres, donc là je suis à peu près à mi-chemin depuis ce matin, depuis mon campement de la nuit dernière. Donc bon, pour l'instant c'est assez plat, là je suis sur les hauts plateaux déjà, donc c'est beaucoup plus facile. Mais alors les premiers 5 km là j'en ai bien bavé quand même, hein. Ça grimpait pas mal avec un lourd sac sur les épaules, là j'en ai bien bavé. Mais voilà, bon, j'espère que ça va le faire. Là j'arrive tout doucement au passage à gué dont je t'ai parlé tout à l'heure. Là c'est marqué sur le panneau là, Niesak Bad. Badställ. C'est donc le passage à gué de Niesak. C'est donc l'espèce de petite péninsule là-bas. Là. Alors on va voir, je l'ai encore jamais utilisé. Mais ce serait quand même sympa, du coup ça m'éviterait de faire un petit détour. Ou de prendre le bateau qui est bonbon. Donc je vais essayer de passer par là. On va voir, suivant la profondeur et le courant qu'il y a. Je pense que ça devrait être faisable. On va voir.
Donc le renne, pour revenir aux bestiaux, c'est un animal que dans l'imaginaire on associe tout de suite à deux choses, au Père Noël et à la Laponie. D'ailleurs, tu savais que les rennes du Père Noël, ce sont tous des bonhommes, enfin des bonhommes, des moitiés de bonhommes. Et je vais te dire pourquoi. Parce que les rennes qui ont des bois en hiver, ce sont des rennes mâles castrées. Et en fait, du fait de la castration, castrage, comment on dit, enfin bref, à cause de ça, du coup, ça perturbe un petit peu leur système hormonal. Et du coup, les bois, alors les bois, c'est l'inverse des cornes. Hein. Les cornes, c'est sur la tête toute la vie de l'animal, alors que les bois, ils tombent à l'automne et ils repoussent au printemps. Et donc, du fait que le système hormonal est perturbé, ben, en fait, ces rennes mâles castrées gardent, en tout cas en grande partie, leur bois pendant l'hiver aussi, quoi. Donc voilà, donc les rennes du Père Noël, tu le sauras, ce sont des mâles de rennes castrées. Toujours bon à savoir. Au niveau des bois, encore un truc assez rigolo, c'est que le renne est le seul cervidé où les deux sexes portent des bois. Alors les bois du mâle de renne sont beaucoup plus grands, mais la femelle porte aussi des bois. J'y reviendrai peut-être plus tard. Donc, je ne sais pas si tu es déjà venu aux environs du cercle polaire en voiture ou en camping-car, mais si c'est le cas, je suppose que tu t'es sûrement arrêté au bord de la route à un moment ou à un autre parce que tu as vu une petite harde de rennes qui broutaient au bord de la route. Ah ouais, bien sûr, va pas me dire des bêtises, là, je sais très bien que tu l'as fait. Bref, tout le monde le fait, évidemment, c'est normal, mais est-ce que tu savais justement que le renne, c'est du bétail? Voilà, le renne, c'est de l'élevage. Et donc, on parle de renne semi-domestiqué. Alors, semi-domestiqué parce qu'il a encore, il évolue plus ou moins librement dans des paysages comme ça. Comme tu as vu, il y a des barrières à droite à gauche, donc, mais bon, il y a quand même pas mal d'espace. Et donc, le renne migre suivant les saisons vers la montagne au printemps et vers la taïga, vers les côtes, la côte baltique, au début de l'hiver, à la fin de l'automne. Mais voilà, donc en fait, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de rennes vraiment sauvages en Scandinavie, à quelques rares exceptions près. Il y a une toute petite population de rennes sauvages dans le sud de la Norvège, dans le parc national de la Hardangervidda. Et il y en a une petite population aussi dans le sud de la Finlande, tout près de la frontière russe. Et puis après, bon là, on parle de Scandinavie au sens beaucoup plus large. Au Spitzberg, il y a une sous-espèce de renne qui elle est complètement sauvage. Mais c'est une sous-espèce, elle a vraiment une gueule complètement différente. Et donc voilà. Mais sinon, le renne en Laponie est du bétail. Tous les rennes appartiennent à quelqu'un, à des samis, quoi, éleveurs de rennes. Parce que l'élevage de rennes est uniquement il faut être sami pour élever des rennes en Norvège et en Suède. En Finlande, c'est pas le cas, mais c'est le cas en Norvège et en Suède. Alors, j'allais oublier, il y a une autre population de rennes sauvages en Europe, et c'est en Islande. C'est un renne qui a été une population de rennes qui a été importée de Norvège à l'origine. Donc, c'est pas du tout endémique à l'Islande. En fait, c'est le renne de Scandinavie normal, mais voilà, qui est redevenu sauvage, on va dire. Alors le sujet de la vidéo, c'est pas le renne, c'est le Sápmi, mais c'est vrai que c'est assez indissociable, vu qu'il y a une énorme partie de la culture sami qui vient de l'élevage du renne, ou même de la chasse au renne au départ. Donc le renne a vraiment une place capitale dans la culture sami, quoi. Alors là, je vais être super franc, là, je le sens pas du tout, quoi. Ça, c'est donc le gué.
qui passe là-bas et qui arrive donc sur l'autre, ce qui permet d'atteindre l'autre rive. Mais alors là, c'est trop profond, il y a un courant de malade, j'ai pas de bâton. Et il y a une distance, mine de rien, qui est assez longue. Ouais, non, là, j'ai pas envie de me noyer, c'est bon quoi, j'ai un sac trop lourd. Là, je vais malheureusement être obligé de rebrousser chemin de retourner sur la piste royale, sur le Kungsleden, et de continuer en fait sur la piste royale. J'avais eu l'idée de l'éviter, mais là, non. Franchement, je vais pas prendre le risque de me noyer, ce serait vraiment trop con, quoi. Là, je le sens vraiment pas. Donc, voilà. Bon, bah du coup, j'ai fait un petit détour. Là, j'ai déjà fait 11 km aujourd'hui, donc presque un petit peu moins de la distance que j'ai faite hier. Et j'ai encore à peu près 10 bornes à faire, plus le petit détour. Donc presque 11 km. Ce qui veut dire que je suis à la moitié du trajet d'aujourd'hui. Et du coup, je me demande si je vais y arriver parce que franchement, je commence à être bien fatigué. J'ai un sac trop lourd en fait, tout simplement. J'ai perdu l'habitude de marcher avec un sac lourd comme ça. J'ai au moins entre 15 et 17 kilos sur le dos. Et franchement, je le sens dans les rotules, sur les hanches. Et là, j'ai pas envie de faire le con, quoi. Donc, je vais y aller tranquillou. Et puis, on va voir la suite des événements. Chaque chose en son temps. Je profite de la nature, c'est le plus important. Et puis voilà. Là, il y a des gros nuages noirs de l'autre côté. Ah, je suis mort, hein, les gars, je suis mort. J'ai fait 2 km de moins qu'hier. Je suis explosé, quoi, franchement. Là, je manque d'entraînement, c'est vraiment flagrant, quoi. Donc, il me reste 2 solutions. Là, je pense vraiment pas continuer plus longtemps aujourd'hui. Je suis vraiment trop cassé, quoi. Donc, je pense que je vais me poser là pour cette nuit. Je vais poser la tente ici. Et puis demain, on verra, suivant la météo, suivant ma forme. Soit je continue jusqu'à Alessiaure Kutjokut, il y a encore à peu près 8 km 5, 9 km. Donc c'est tout à fait faisable, hein, ça, il n'y a absolument aucun problème. Sauf que, voilà, il faut que je sois rentré dimanche soir, quoi. Donc, depuis Alessiaure jusqu'à la voiture, il y a 35 bornes, quoi. Donc, 35 bornes en une journée, même si ça descend en grande partie, j'y crois pas du tout. Donc, voilà. 2 solutions. Soit je me lève à la limite même, je sais pas quoi, 3-4 heures du matin. Je vais jusqu'à Alessiaure. Et puis du coup, je peux revenir à peu près à cet endroit-là, voire plus bas, ce qui serait quand même pas mal. Donc demain soir, pour faire la dernière partie dimanche, quoi, pour pouvoir quand même me reposer un tout petit peu à la maison avant de rattaquer le boulot lundi, sinon je vais être explosé, quoi. Donc là, je pense que j'ai vu un peu grand, j'étais un peu trop optimiste. Et après, bon, bah, y a pas de mal, hein. Je veux dire, il faut juste avoir le courage aussi d'apprendre à accepter ses limites, quoi. Parce qu'après, bon, bah, voilà. Et puis bon, voilà, je m'approche de la cinquantaine aussi, mine de rien. Ça joue aussi. Donc voilà, écoute, là, on a un paysage superbe. Il y a un petit vent pas très chaud, mais qui est bien agréable, en fait. En tout cas, pour un petit moment. Mais voilà, je pense que je vais poser la tente, je vais me faire à bouffer,
Et puis, on verra demain ce qui se passe, quoi. Pas mal la ville depuis attendre quand même, hein. Petit, hein. Ah, c'est vraiment chouette ici. Ouh, je me repose un petit peu, après je vais manger. Ouh. Et après, dodo, j'ai besoin de repos. Dure journée. Samedi 12 juillet, il est 9h du mat. J'ai dormi comme une masse. Et là, en fait, j'ai dû changer un petit peu mes plans. Parce que il y a des nuages plutôt noirs devant moi là. Apparemment la journée va pas être superbe. Il fait pas chaud. Tu vois là, j'ai mis la veste. Il fait vraiment pas chaud là. À mon avis, il doit faire avec le vent, il doit avoir un ressenti de 8 degrés à peu près, un truc comme ça. Donc ouais, il fait pas chaud quoi. Et puis je sens que mon corps n'a pas envie de se taper 20 km aujourd'hui, plus 35 demain. Et du coup, je pense que je vais rentrer en fait aujourd'hui, que je vais essayer en tout cas, parce que d'ici à la bagnole, il y a un peu plus de 30 km. Alors en une journée, c'est énorme, mais c'est quasiment que de la descente. Et puis là, j'essaye d'alléger un petit peu mon sac à dos en me faisant un gros gueuleton. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai un sac à dos trop lourd. Et du coup, c'est ça qui me ralentit, quoi. C'est ça qui me casse un petit peu la motivation, je dois dire, d'un côté. Et puis surtout, je suis naze, quoi. Je suis vraiment fatigué. Enfin, fatigué, non, j'ai bien dormi, quoi, c'est pas ça, mais je veux dire, mon corps, j'ai des courbatures de partout. Et voilà. Voilà, c'est une recette, en fait, qui est hyper simple, qui est hyper ancienne, et qui s'appelle le Schlobben. C'est un truc typiquement suédois. C'est une recette, en fait, des bûcherons suédois qui étaient dans la forêt en hiver, qui travaillaient. Un truc qui est hyper simple à faire. Faut juste le préparer à la maison. Tu vas voir tout de suite de quoi je parle. Ça cale son homme. Orangina. Donc ça, c'est une pâte que j'ai faite à la maison avant de partir. Et c'est vraiment super simple. C'est uniquement de la farine, de l'eau et du sel. Pas de lait. Parce que le lait, quand il fait des températures positives, eh ben,
Ça n'aime pas trop ça. J'ai pas envie de m'empoisonner. En fait, donc ça fait une crêpe super épaisse. Le bon repas de bûcheron. Pour l'éteindre. Hop là. Alors là, c'est un truc assez rare. C'est de trouver en fait les deux bois du même animal au même endroit. C'est pas moi qui les ai posés là, hein. C'est un truc, c'est vraiment naturel. C'est rarissime, ça peut arriver, c'est voilà, la preuve. Donc ça, ce sont des bois je dirais d'un jeune mâle qui sont donc tombés à l'automne dernier, juste après la saison du rut qui se passe en octobre. Donc voilà quoi, ça ressemble à ça. Hop. Donc la preuve qu'il y a bien des rennes dans le coin, même si j'en ai pas vu un seul depuis le début de ma balade. Voilà, la preuve irréfutable qu'il y en a bien. Alors l'avantage justement de ne pas avoir pu aller jusqu'à Alessiaur où je voulais aller, c'était un peu le but de cette randonnée, et ben c'est qu'il y aura une deuxième partie sur le Sapmi. Donc logiquement dans une semaine tu auras droit, j'espère, te retrouver. Mais je continue la balade, c'est pas encore fini. Encore une fois, le temps a pas mal changé, là, il commence à faire bien chaud, en tout cas en marchant. Du coup, j'ai vite abandonné la veste. Tant mieux. Je sais pas si ça se voit là, c'est au fond là, il y a encore une espèce de campement Sami utilisé justement principalement pendant l'été. Et j'avais presque envie d'aller voir et leur poser des questions, etc. Mais il y a personne quoi. En fait, il n'y a pas homme qui vive. Donc on voit quelques petites cabanes et un sauna. Donc pour pouvoir passer ici quelques semaines, quelques jours en tout cas. Et puis juste à côté là, l'espèce de truc un peu jaune foncé là, beige, c'est donc un enclos pour les rennes. Donc où ils font le tri quoi, pour éviter d'avoir à leur courir derrière tout le temps. Ils emmènent tout le troupeau dans la petite harde dans l'enclos, et puis après ils font ce qu'ils ont à faire à l'intérieur sans que les rennes puissent s'échapper quoi. Alors les Samis, qu'ils soient éleveurs de rennes ou pêcheurs ou peu importe, qu'ils habitent en Norvège, en Suède, en Finlande ou en Russie, voire encore dans un autre pays pour les expats, ils se retrouvent sous les mêmes couleurs, on va dire. Vraiment, c'est pas uniquement une façon de parler, parce qu'en fait tous les Samis ont un drapeau, le drapeau Sami. En Russie, pour revenir un petit peu à la Russie quand même, parce que c'est un peu le but de ma chaîne, les Samis de Russie sont principalement dans la région de Love-Ozera, qui est, on va dire, en plein milieu de la presqu'île de Kola, en plein milieu de l'oblast de Mourmansk. Et c'est l'un des rares endroits, en fait, dans l'oblast de Mourmansk où j'ai jamais mis les pieds, bêtement. Donc ça, c'est vraiment une lacune que j'espère combler un de ces jours. Alors, c'est pas pour cette année, mais je sais pas. Ça, c'est un truc que j'ai absolument envie de faire. C'est d'aller à la rencontre des Samis russes sur la presqu'île de Kola. Ça peut être vachement sympa, vachement intéressant. Parce que je pense que leur mode de vie a été singulièrement changé pendant la période communiste, pendant la période de l'URSS. Et d'après ce que j'ai lu sur le sujet, j'ai d'ailleurs pas lu grand chose sur le sujet, mais d'après ce que j'ai lu et retenu, c'est que donc les coopératives Sami qu'on a ici en Scandinavie ont été transformées en kolkhoz et sovkhoz.
en Union soviétique. Et du coup, ce sera intéressant de voir comment ça a évolué jusqu'à nos jours, quoi. Donc ça, c'est un sujet passionnant à creuser, absolument. Donc voilà, écoute, ma petite balade touche doucement à sa fin. Alors j'ai encore pas mal de kilomètres à faire avant d'arriver au parking. Ouais, voilà, pont suspendu au-dessus du torrent là. C'est impressionnant la différence de vitesse en montant avec un sac plein et en redescendant avec un sac un petit peu plus léger. Alors j'ai presque à peu près un peu plus de 10 kilos en moins qu'à l'aller, donc c'est pas une énorme différence. N'empêche que je la sens. Et voilà, donc là on descend en faisant gaffe de ne pas se casser la margoulette parce que ça descend assez raide et puis c'est un peu la bouillasse. Il y a pas mal de délis là. Grasata. Je suis arrivé. J'ai donc fait 54 km en 3 jours, dont la moitié aujourd'hui. 27 km aujourd'hui, bon, tout en descente hein, quasiment, mais bon quand même, avec le gros sac sur le dos. Donc je suis plutôt content de moi, bien que donc j'ai pas réussi à atteindre mon but de départ. Après, j'ai fait 2 grosses erreurs. La première, c'est que j'ai sous-estimé la distance de 10 km aller simple, c'est énorme. Et la deuxième, c'est que j'avais beaucoup trop de bouffe avec moi. Et du coup, un sac beaucoup trop lourd, quoi. Là, j'ai de la bouffe pour 2 semaines, quoi, en gros. Et je suis parti, le but c'est de partir 4 jours, du coup, je suis parti 3 jours. Bon, qu'à cela n'en tienne, on apprend par ses erreurs. Ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas parti en randonnée comme ça de plusieurs jours avec un gros sac. Donc du coup, forcément, il y a des choses qu'on oublie, quoi. C'est vrai que c'est quand même vachement plus facile en hiver avec les chaînes de traîneau, quoi. Pardon. Bref, là, je suis bien cassé. J'ai encore une bonne heure de route en voiture jusqu'à la maison. Et puis, prendre une bonne douche, peut-être un petit sauna. Et voilà, donc écoute, quoi qu'il en soit, j'espère que tu as appris plein de choses sur le SAPMI. Je te donne donc rendez-vous dans une semaine pour la suite, la deuxième partie de cette vidéo donc sur le SAPMI. Et n'hésite surtout pas à mettre des commentaires, quels qu'ils soient, ça me fait toujours plaisir. Et puis ça permet aussi de faire avancer l'algorithme de YouTube. Donc un pouce en l'air pour cette vidéo, plein de commentaires, et puis évidemment abonne-toi à ma chaîne pour être tenu au courant pardon, de mes prochaines vidéos justement sur la Russie de près ou de loin, sous ses différents aspects culturels, géographiques, etc., etc. Et d'ici là, je te souhaite plein de bonnes choses, porte-toi bien et à une semaine. À très bientôt. Salut, paka paka.